Voilà. Donc, au bout d'un moment, comme là, la dette et la crise en Grèce va beaucoup plus vite que ce qu'ils peuvent vendre, pas sûr que ça les sauve. Oui, parce que là, l'État, une crise sociale terrible. Quand on a vu, il y a plus de, les gens n'ont plus d'accès aux soins. Il y a le service public, il paraît que c'est la dégringolade partout dans tous les services. C'est ça la dette, machin, etc. c'est ça la dette. Vous avez des gens qui vous disent oh la dette, ça a aucune conséquence. Bah si, voilà, voilà la conséquence. Oui, baisse des salaires, etc., etc. Enfin, c'est une spirale infernale pour les Grecs. Et je vois pas, à part sortir de l'euro, comment ils peuvent. Mais même s'ils sortent de l'euro, c'est pas aujourd'hui, c'est même plus le problème. Alors évidemment, si on l'avait fait en temps et en heure, où ils étaient moins endettés que maintenant, et où ils auraient pu se relancer un peu, ils auraient eu des difficultés quand même énormes, mais d'un autre côté, ça aurait pu fonctionner à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est trop tard. Mais c'était pas Aujourd'hui, c'est trop tard. Regardez la restructuration de la dette grecque, comment ça s'est fait. C'est magique, c'est un truc extraordinaire encore. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Vous mettez les différents intervenants autour de la table. Le jour où on a fait ce qu'on appelle un haircut. Le haircut, c'est couper la dette. On a mis les gens autour de la table. Et puis là, on a dit aux créanciers internationaux, des grands fonds de pension, des hedges, etc., on leur a dit, bon, bah les gars... on va couper la dette de 75%. Mec, on dit, nous, ça ne nous concerne pas, nous, on a acheté de la dette grecque, mais en droit international. Donc, allez vous faire foutre. Ah bon, merde. Et là, on leur dit, on se tourne vers la Banque Centrale Européenne, et on lui dit, bon, on va faire 75% de haircut. Et la Banque Centrale Européenne dit moi, ça ne me concerne pas, moi. J'en ai 200 milliards. 75%, ça fait 150. J'ai 13 milliards de fonds propres. Ça va pas le faire. Bon. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? On se retourne vers les banquiers grecs, les banques grecques. Et on leur dit, bon, bah, les petits gars, là, maintenant, vous fermez vos gueules, hein, c'est 75% de haircut. Puis là, les banquiers grecs disent, ouais, ok, on fait ça. Sauf qu'à ce moment-là, on est en faillite. Alors, vous voulez que tout le pays soit en faillite parce que les principales banques grecques sont en faillite ? Alors là, vous avez le FMI, la Troïka, etc. Ouais, faites pas chier. 75% de haircut. Alors, les banquiers grecs disent oh, ok, on se reparle dans 15 jours. Et là, on vous annonce un truc extraordinaire que en 2015, grâce à ça, ou en 2016, grâce à ça, l'endettement de la Grèce, qui était à cette époque-là de 161% du PIB, allait descendre à 125 et que ça allait être merveilleux et que la Grèce était sauvée. Ok. Donc ils font leur haircut de 75%, uniquement sur les banques grecques, enfin sur les obligations détenues par les banques grecques. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Mais il se passe que les banques grecques, 2 jours plus tard, vont taper à la porte de la BCE en disant les gars, on est en faillite, on fait comment ? Alors bon, l'Europe recapitalise les banques grecques. Et résultat, aujourd'hui, 2 ans plus tard, nous sommes à 171%. Donc on a augmenté de 10, 171% de dette en Grèce. Voilà. Ça, c'est le FMI, la Troïka et la Banque Centrale Européenne et l'Europe. Merci messieurs, vous avez été brillants comme d'habitude. Parce que cette solution, justement, que vous préconisiez à l'époque, de dire que la Grèce, de toute façon, il fallait qu'elle sorte de l'euro,
Très sincèrement, voilà, on comprend le raisonnement économique, mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est pour des raisons politiques. Parce que si la Grèce était sortie de l'euro, on peut imaginer qu'il y en a d'autres aussi qui seraient sortis dans la foulée. Ça aurait pas... Enfin, les défis, il aurait du mal à tenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est une religion. Point de salut en dehors de l'euro. Et je vous ai dit, vous avez passé une vidéo où vous disiez, si jamais vous avez le malheur de dire que l'euro est une saloperie, vous êtes un affreux nazi. Fin de la discussion. Mélenchon nous l'a dit, on est maréchaliste si on veut sortir de l'euro. Il n'y a pas de discussion possible. Voilà. Donc, fin de la discussion. Il n'y a pas de discussion possible. Si jamais vous critiquez l'euro, si jamais vous posez la question, est-ce vraiment le meilleur système? Vous êtes qualifié tout de suite de nazi. Bon, donc, on n'en discute pas. Il ne faut pas se faire traiter de nazi quand même. Hein. Voilà. On n'en discute pas. Voilà, c'est une espèce de vision étriquée de petits esprits minables qui ont décidé que de toute façon, vous n'aviez pas le droit même de poser une question, c'est tout. Je ne dis même pas de critiquer, de dire que c'est pas le bon système, de machin. Je dis simplement, est-ce qu'on ne pourrait pas se réunir autour d'une table et se poser la question? Non, c'est pas possible. D'accord? C'est pas possible, alors on continue comme ça. C'est pas moi, on m'avait dit que l'euro c'était le meilleur système, que ça allait, je vous ai dit au départ, que ça allait nous apporter la prospérité, zéro chômage, la croissance, etc. Je constate tout de même que c'est pas vraiment ce qu'on nous avait vendu. Bon. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas réfléchir autrement. D'accord ? Vous avez tout de suite un type qui vous tombe dessus en vous disant d'abord que vous êtes un nazi, ensuite que vous racontez n'importe quoi parce que ça serait la fin du monde si on changeait de système. Que évidemment, si on retournait aux monnaies nationales, on ne pourrait pas rembourser les emprunts, mais on ne peut déjà pas les rembourser. Que ça coûterait une somme phénoménale, mais ça coûte rien de rester dedans, hein, bien sûr. Et depuis quand ont-ils calculé ce que ça coûterait? Puisqu'on ne l'a jamais fait, donc on ne peut pas savoir combien ça coûterait. Donc tout ça, c'est des conneries, mais c'est des conneries qui sont admises comme un dogme. Voilà, vous ne pouvez pas en sortir, vous ne pouvez pas poser une question, vous ne pouvez pas réfléchir. On vous impose la loi qui est en dehors de l'euro, point de salut. Ok. Tant mieux. Oui, ce dogme religieux de l'euro. Et alors, il y a les fameuses origines de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous êtes informé sur ces questions-là, que justement l'Union européenne a été, on va dire, très fortement inspirée par les États-Unis, qui ont poussé sans cesse depuis la création pour mener cette Union européenne, pour pouvoir en fait mieux la contrôler, quoi, quelque part. Oui. Et alors je sais pas, je vous demande qu'est-ce que vous en pensez de cette influence. Mais que vous ayez des gens qui aient intérêt à ce que y ait l'Union européenne, j'en doute pas un seul instant. On demande d'ailleurs, vous... Ça règle pas nos problèmes. Hein. Ouais, non, ça c'est clair. Et on demande si vous vous sentez proche d'un parti politique. Non. Non, aucun. Non. Bon, ben voilà, les choses sont claires. Parce que j'ai vu plusieurs questions qui demandaient si vous étiez plus proche d'un parti quelconque, voilà, à droite ou à gauche. D'accord. Bon, ben, Je suis absolument pas. J'essaie d'être le plus factuel possible. D'accord. Alors, je tape sur tous les crétins, et comme c'est admirablement bien réparti entre les partis, je tape sur tout le monde. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas entendu, franchement, de la part de qui que ce soit, une parole sensée. Voilà, donc, même pas du côté de, par exemple, pour donner un exemple très à part, François Asselineau à l'Union populaire républicaine, qui est vraiment très à part de l'échiquier. Si, mais vous avez, enfin alors, c'est pas vrai. Vous avez des paroles sensées
chez beaucoup de gens. Mmh. Mais en général, ça trouve ses limites assez rapidement. Voilà. C'est-à-dire que vous avez toujours un moment où il y a une espèce de décrochage que vous ne comprenez pas très bien, où on voit que le raisonnement n'est pas très abouti. Alors, parce que c'est facile de lancer enfin, je veux dire, vous allez pouvoir trouver que ce soit, enfin, sur toute la palette de politique, une fois dans leur vie, ils vont dire quelque chose d'intelligent. À peu près, hein, vous allez trouver, que ce soit chez Mélenchon ou que ce soit chez Asselineau ou autre. Mais il se trouve tout de même qu'à chaque fois, il y a quand même un dérapage où on se dit oula, il n'a pas tout compris, quoi. Donc voilà, alors je suppose, j'ai pour tout vous dire, je ne décrypte pas en permanence tous les programmes de ces messieurs parce que j'ai autre chose à faire de plus intéressant. Mais pour l'instant, je ne me sens proche d'aucun parti. Voilà. Et je veux d'ailleurs rester totalement indépendant de tout parti. Parce qu'à partir du moment où vous faites partie d'un parti, vous avez, enfin, on vous demande d'avoir quand même un esprit un peu partisan, et je trouve que l'esprit partisan vous oblige souvent à un manque total de rigueur et à un manque total de réflexion. Voilà. Donc je préfère rester libre de tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je pense. Et j'ai pas du tout envie que, sous prétexte d'être dans la ligne du parti, on m'oblige à penser des choses que j'ai pas envie de penser. D'accord. Alors, plusieurs questions. On demande si vous êtes en accord avec les thèses de Jacques Sapir. Il dit pas que des conneries. Voilà. Ouais, il dit pas que des conneries. En revanche, il y en a beaucoup qui disent beaucoup de conneries sur lui. Je l'ai plusieurs fois félicité pour la tribune qu'il avait faite en réponse à l'absolue bêtise de Pierre Moscovici dans son débat contre Marine Le Pen, qui avait traité Sapir d'économiste d'extrême droite, ce qui ne veut rien dire et ce qui prouve l'immense absurdité de ce garçon. Voilà, donc Jacques Sapir avait rédigé une lettre ouverte en réponse à ces affirmations qui étaient très bien. Et donc voilà, il dit un certain nombre de choses qui sont en effet on ne peut plus vraies. Voilà, donc mais c'est pas... oui, parce que vous êtes quelques-uns, il y a Jacques Sapir, on parle de Olivier Berruyer aussi, de Frédéric Lordon aussi, voilà, que vous êtes on va dire une petite bande, quoi, un peu à tirer le signal d'alarme, quoi, à dire bon bah les gars là il faut savoir. Mais il y a une petite bande, il y a une petite bande. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, je ferai un certain nombre d'annonces à la fin de la semaine prochaine ou au début de la suivante, donc on entendra parler de certaines choses à ce moment-là. Mais oui, il y a des gens qui pensent autrement, qui pensent librement, qui ont une certaine rigueur intellectuelle, qui analysent les chiffres au lieu de les prendre comme ça et les agiter. Qui travaillent tout simplement, et puis d'autres qui servent à pas grand chose, sauf à enfoncer des portes ouvertes et à être les porte-parole de la bêtise ambiante. D'accord. Voilà. Alors une question, c'est vrai, depuis tout à l'heure on me dit, est-ce que vous avez des pressions sur BFM ou
C'est la liberté de parole, parce que ça étonne beaucoup de gens qui disent mais vous avez... Est-ce que vous avez l'impression que je suis un garçon qui va se soumettre à des pressions? Non, pas trop. Non, bon bah voilà, donc vous avez la réponse. Non, pas trop. Alors je vais vous dire, non seulement j'ai pas pour habitude de me soumettre à des pressions, ça c'est la première chose. Donc si vraiment j'en avais eu, j'aurais fichu le camp depuis longtemps. La deuxième chose, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, vous êtes totalement libre de dire ce que vous voulez sur BFM. Voilà. Je n'ai jamais eu la moindre pression, je n'ai jamais eu la moindre remarque sur quelque chose que j'avais dit. Donc il faut arrêter de fantasmer sur les médias qui censurent, qui machin. C'est absolument faux. Je dis ce que je veux. D'abord, je suis en direct, donc, et c'est difficile de m'arrêter quand j'ai envie de parler. Donc voilà. Et je n'ai jamais subi la moindre censure, la moindre pression de BFM. Et au contraire, je peux vous dire que même dans certains cas, ils m'ont défendu. Voilà. Et pourtant, c'était pas dans leur intérêt de le faire. Donc, je n'ai absolument aucune chose négative à dire sur BFM. En plus, les gens devraient réfléchir quand même à une chose, c'est que les gens que vous avez cités tout à l'heure, qui disent des choses qui ne sont pas dans la norme, etc., vous remarquerez qu'ils sont invités par BFM. Ouais. Et vous remarquerez qu'ils ne sont jamais invités par les autres chaînes. C'est ce que j'allais dire, ils ne sont pas invités par les autres. C'est que sur... alors, vous, on vous voit sur BFM, mais on ne vous voit pas trop ailleurs non plus. Ils n'osent pas trop vous inviter. On ne voit pas ailleurs. On me voit sur des médias internet, on ne me voit jamais ailleurs. Donc, si vous avez quelque chose à dire contre certains médias, allez les dire à TF1, allez les dire à France 2, allez les dire aux centaines de chaînes qui ne nous invitent pas que moi, qui n'invitent pas plus Sapir, qui n'invitent pas plus Berruyer, qui n'invitent pas plus tous les gens qui ne pensent pas comme le consensus, qui ne sont pas politiquement corrects. Voilà, c'est à eux qu'il faut faire des reproches. C'est pas à BFM. BFM, ils nous invitent, BFM, ils nous laissent une totale liberté de parole. Je vois pas ce qu'on peut leur reprocher. Non. Après qu'ils invitent aussi des gens qui n'ont rien à dire et qui n'ont pas de cerveau, ça aussi, oui, mais ça représente malheureusement, ça représente toute la palette des gens qui sont médiatisés. Vous avez des gens qui n'ont jamais rien eu à dire depuis 20 ans et qui sont quand même toujours invités. Oui, mais d'accord, mais ils invitent aussi des gens qui pensent pas comme les autres, qui ont quelque chose à dire et qui le disent, et il n'y a jamais eu aucune pression. Donc voilà, merci à BFM. Voilà, vous avez la réponse. Parce que c'est vrai qu'on est plutôt habitué sur les autres chaînes, c'est plutôt Attali, Minc et... voilà. Et puis bon, c'est des gens qui nous ont fait quand même des prédictions, ils se sont un peu plantés quand même ces dernières années. C'est pas un peu planté, c'est systématique. Ah ben ça ne fait planté. Ils ont fait une carrière là-dessus d'ailleurs, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais comment on peut se planter à ce point-là et revenir et on y croit encore? Enfin, c'est les médias qui leur accordent une crédibilité. Oui, puis c'est des gens de réseau, et puis c'est voilà. Mais il y a des carrières étonnantes. Surtout après avoir raconté autant de conneries. Oui, voilà, on me dit Guillaume de BFM, alors il s'est pris une taloche de votre part ou pas? Bon, c'est un peu une boutade. Parce que des fois vous êtes virulent contre Guillaume de BFM. Je suis. Mais c'est pour ça que je vous dis, honnêtement, il n'y a rien à leur reprocher, parce que c'est pas un jeu. Enfin, on ne surjoue pas, c'est pas un truc qui est préparé, c'est pas un truc qui est enregistré, c'est en direct. C'est pas donc quand je m'énerve contre Guillaume, je m'énerve réellement contre Guillaume.
Et donc voilà, et ça n'empêche que il m'invite, alors quelquefois il a des questions qui me laissent sans voix, mais bon voilà, le fait est qu'il fait il fait le job, quoi. Donc faut arrêter de leur taper dessus sur BFM, parce qu'ils font leur job. Ils invitent des gens qui pensent autrement, ils laissent dire des choses qui doivent, du côté de leurs annonceurs, pas forcément faire plaisir à tout le monde. Voilà, donc, et je vous dis, alors je n'ai absolument jamais subi aucune pression d'eux. Et je vous le garantis. Voilà. Alors, sans dire du mal des collègues, mais question qui fâche, on me dit, mais vous pensez pas que Nicolas Dose ou François Langlais, eux, ils diffusent plus de la propagande, quand même, par rapport à vous? C'est un peu sur le même... Alors, moi, je suis pas journaliste, donc que les choses soient claires. C'est pas parce que je fais une chronique hebdomadaire sur BFM que je suis journaliste. Et François Langlais dit des choses qui me laissent rêveur quelquefois. Nicolas Dose, faut quand même lui reconnaître un certain courage, parce que il allume quand même pas mal de gens, il allume pas mal d'idées. Il fait son taf aussi, faut pas croire. Alors bon, maintenant, est-ce que il a toujours dit des choses intelligentes, Nicolas Dose? Probablement non, mais comme moi, comme tout le monde, je veux dire, vous n'êtes pas au sommet de votre forme tous les jours, et il peut vous arriver de dire des bêtises. C'est pas un crime de lèse-majesté. Il y en a qui ne disent que ça et qui sont toujours là, que on peut permettre à certains d'en dire une de temps en temps. Une petite... de temps en temps, ils ont le droit. Alors, oui, qu'est-ce que me dit encore? Alors, bonsoir, monsieur de la Marche. Nous autres, les gens du peuple, nous n'avons aucune idée de l'argent que brasse une chaîne comme BFM. Serait-il indiscret de vous demander si vos interventions sont bénévoles ou si vous êtes rémunéré? Non, zéro. Zéro. Bon, voilà. Bon, comme ça, c'est clair. Comme ça, c'est clair. Non, mais voilà, question. C'est clair, et je peux vous dire que tous les intervenants que vous voyez, comme Olivier Berruyer par exemple, que vous connaissez, ou comme Jacques Sapir quand il est invité chez BFM, ne le font de façon bénévole. Donc on n'est pas rémunéré pour. Enfin. Ce qui nous permet aussi d'avoir une totale liberté. On demande d'ailleurs si vous avez suivi un parcours économique dans votre cursus, plutôt. Oui. Bon, bah voilà, vous avez la réponse. Non, ils sont curieux, ils ont des petits... On veut vous connaître aussi un peu, c'est les questions forcément qu'on vous posera pas à BFM, ça. Donc ils veulent savoir un peu qui est Olivier de la Marche. Il y a un vrai sujet, c'est aussi comment est enseignée l'économie en France. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir que moi, aujourd'hui, vous avez, c'est plutôt l'histoire économique qui est enseignée. C'est-à-dire, on vous dit, Friedman a dit ça, Keynes a dit ça, etc. Et donc, vous vous référez à des gens qui, en grande partie, vivaient au siècle dernier. Le monde a changé depuis, et aujourd'hui, il faut être beaucoup plus... moi, je ne me réfère à aucune école particulière, à aucun mode de pensée particulier. J'essaie de réfléchir par moi-même. Donc, vous avez des mécanismes en économie, et vous avez, vous devez évidemment voir ce qui s'est passé dans les années d'avant, mais ça ne vous aide pas forcément à construire des scénarios intéressants pour ce qui va se passer. Parce que
Parce qu'en fait, on s'aperçoit que ces écoles de pensée sont très souvent dépassées. Et c'est bien pour ça qu'on est aujourd'hui dans dans la situation dans laquelle on est, qui est gravissime. C'est parce que vous avez des gens qui se réfèrent bêtement à des théories qui sont des théories du passé, quoi. Donc, et qui en général, comme ils l'ont pas bien assimilé, la mettent à toutes les sauces et ça donne des catastrophes. Donc voilà, il y a une grosse marge entre la pratique de tous les jours, les prospectives qu'on peut faire et les gars qui vous disent moi je suis plutôt keynésien et machin, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'ils soient keynésiens et que en plus en général ils l'ont mal compris, donc si Keynes les écoute, il doit se retourner dans sa tombe à chaque fois, mais il y a une vraie il faut se référer à une école, on s'en fout, c'est pas une question d'école, c'est une question simplement d'essayer de réfléchir et d'essayer de voir quels sont les mécanismes, comment ça se goupille et ce que ça va donner. Donc et malheureusement, c'est pas ce qui est enseigné dans les écoles aujourd'hui. C'est moi quelquefois je vais faire des conférences dans des grandes écoles où les gars m'abreuvent de absolument toutes les écoles de pensée un nombre incalculable de noms d'économistes, dont je ne connais pas la moitié d'ailleurs, et je m'en fous. Voilà, ça ne m'empêche pas de vivre, ça ne m'empêche pas d'avoir des prédictions et des prospectives sur ce qui va se passer économiquement, qui sont bien meilleures que ne pourraient l'avoir des gens beaucoup plus instruits que moi en termes économiques. Voilà. Alors là, justement pour terminer, parce que là depuis tout à l'heure on me dit, alors c'est quoi un peu la solution, quelle solution concrète on pourrait apporter aux gens? Alors ils demandent d'un point de vue des États et d'un point de vue particulier. Bon, d'un point de vue des États, on a un peu quand même déblayé les solutions, mais est-ce que la solution radicale, parce que ça, je vais me faire un peu le résumé des questions, est-ce que c'est pas sortie de l'Union européenne, retour aux monnaies nationales, retour au contrôle des capitaux, quoi. C'est-à-dire que voilà, faire. Non, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Ça ne nous empêchera pas, je vous ai dit, on a dépassé le point de non-retour, donc ça ne nous empêchera pas de nous prendre une claque. On va la prendre, d'accord ? Vous êtes à 300 km/h, vous êtes à 3 mètres du mur, vous pouvez changer le pilote, vous pouvez tourner le volant dans tous les sens, ça n'empêche que vous allez vous prendre le mur. On est d'accord ? Donc ça, c'est acté. Maintenant, ça va amener à des changements profonds qu'il faudra faire parce que de toute façon on n'aura pas le choix. Et donc, en effet, ça va changer quelque peu notre mode de vie. Donc voilà, il faut à nouveau, et ça on l'a réclamé des centaines de fois, etc., il faut à nouveau séparer l'activité bancaire de l'activité de marché pour les banques. On en parle beaucoup, on ne l'a jamais fait et on n'osera probablement jamais le faire, sauf quand les banques font faillite. Le fameux Glass-Steagall Act, c'est ça? Voilà, c'est vraiment séparer ces deux activités. Les activités de marché, c'est démerdez-vous, vous prenez une claque, les actionnaires prennent une claque, vous faites faillite, personne n'ira vous sauver, d'accord ? Et puis de l'autre côté, l'activité purement bancaire. Et l'activité purement bancaire, c'est quoi ? C'est de prêter de l'argent à l'économie. Point. C'est pas autre chose. D'accord ? C'est pas aller faire les cons sur les marchés des matières premières. C'est purement vous prêtez de l'argent. On vous dépose 100, vous prêtez 120 à un entrepreneur, à quelqu'un pour s'acheter un appartement, etc. C'est ça le métier de banquier, c'est pas autre chose. D'accord ?
On a voulu faire autre chose, mais c'est raté, c'était très crétin. Donc il faut retourner à ça. Évidemment, les banques ne veulent pas, ça c'est normal, mais il va falloir les obliger à le faire. Et puis retourner à des choses beaucoup plus basiques. Quand j'encaisse 1 euro, j'en dépense pas 4. Voilà, comme ça. Et donc il faut retourner un tout petit peu à un espèce de bon sens paysan qu'on a perdu depuis un bon moment. Enfin, quand vous êtes dans une entreprise, quand vous êtes dans un ménage, quand vous avez à un moment une perte de revenus, quand vous avez une perte de chiffre d'affaires dans votre société, vous faites des économies. Mmh. Bon. Enfin, la différence qu'un État peut décider de ses revenus, parce qu'il s'appuie sur... Non, mais c'est justement ça qui est faux. Quand vous êtes une entreprise, vous n'avez pas la maîtrise de votre chiffre d'affaires. Quand vous êtes un salarié, vous n'avez pas la maîtrise de votre revenu. Vous ne pouvez pas vous augmenter de 200% du jour au lendemain. Donc vous avez vos... Oui, mais ça a une limite. Vous avez des revenus et un chiffre d'affaires. Quand vous êtes en baisse sur ces revenus et sur votre chiffre d'affaires, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites des économies. Au lieu de vous taper du caviar tous les soirs, vous vous tapez des pâtes. On est d'accord ? Bon. Le problème, c'est que l'État, lui, il pense que c'est tout simple. On dit il n'y a plus de pognon, il augmente les impôts. Quand il ne peut plus augmenter les impôts, il fait de la dette. Parce que la dette, c'est quoi ? C'est des impôts futurs. D'accord ? C'est juste décaler les choses. C'est des impôts, la dette. Donc, il fait de la dette. Et il pense que ça n'a pas de fin. Bien sûr que ça a une fin. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, une fois qu'on vous aura tout piqué, on vous a tout piqué. Après, on commence à vendre des bijoux de famille. Il y a un moment où vous avez bien une contrainte. Donc vous ne pouvez pas aller à l'infini bon. Donc il y a un moment où l'État doit comprendre que faut faire des coupes sombres dans ses coûts. Or, évidemment, ils ne le font jamais pour la bonne et simple raison que c'est juste se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que évidemment, vous êtes vous-même fonctionnaire de l'État, vous n'allez pas vous-même vous réduire votre salaire. Enfin, voilà, vous n'allez pas vous-même vous virer. Donc forcément, vous avez du mal à réduire les coûts, c'est tout. Enfin, ça ne cesse que enfler en permanence. Vous n'avez jamais de réduction du coût budgétaire de l'État. Jamais. Voilà. Tant que c'est comme ça, tant qu'ils ne seront pas obligés de le faire, ils ne le feront pas. Comme vous ne pouvez pas obliger une banque, aujourd'hui, vous ne pouvez pas penser que la banque va d'elle-même vouloir séparer son activité bancaire de son activité marché. C'est se tirer une balle dans le pied, c'est se couper de 95% de son activité. Jamais personne ne va le faire. Aucun chef d'entreprise sensé ne va le faire. Bon, voilà. Donc, faut l'imposer, quoi. Ah ben oui, ça faut l'imposer. Oui, il faut pas être comme les demeurés de députés qui, quand ils ont reçu les banquiers, on dit ah bon, il y a que ça comme activité de marché. Ah, je croyais que c'était plus. Ah, bah, on va pas vous embêter pour ça. C'est terrifiant. Et dernière question, qu'est-ce que vous pensez du salaire à vie ? Je ne sais pas si vous connaissez les thèses de Bernard Friot sur le salaire à vie, non ? Un salaire pour tout le monde à vie. C'est dommage que je n'y ai pas pensé plus tôt parce que finalement, il suffit de rien foutre et on va payer un salaire et qui va venir d'où ? De l'argent de la consommation. En fait, de l'argent de la consommation. Voilà, on prend sur la TVA pour financer, etc. Enfin, on prend l'argent de la TVA pour financer les salaires. Et puis on enlève toutes les charges sociales, tous les trucs, etc.
Non, ça vous tente pas. Bon. C'est l'utopie la plus complète. Mais bon, ça les amuse. Il y en a pas mal de gens que ça intéresse, en tout cas. Bien sûr. Attendez, moi aussi ça m'intéresse de toucher du pognon sans rien foutre. Alors ça, on est tous d'accord, hein, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais même en Allemagne, il y a un grand parti politique qui porte ça, le revenu de base. Mais attendez, moi je serais ravi. C'est combien le salaire à vie? Ça ferait comme un SMIC à peu près. Hein. C'est quand même pas cool. Les 1000 et quelques euros. Quoi. On pourrait faire un peu mieux, non? Ça peut être sympa quand même. Enfin moi si on me file un salaire à vie confortable, je veux bien arrêter de travailler. Hein. Ah non, c'est pas le but. Ah bah si, attendez, je vais pas m'emmerder en plus à travailler. On me le donne. Non, parce que vous rigolez, ceux qui travailleront, ils seront très riches justement. Les gens savent vraiment pas quoi inventer pour dire quelque chose. C'est l'idée qui fait son chemin quand même. Ça c'est sûr. Je comprends d'ailleurs qu'elle fasse son chemin. Hein. Je veux dire, moi j'ai plein de copains qui seraient ravis aussi. Hein. Foutez rien, vous êtes payés. Finalement, c'est un bon truc ça. Il faudrait quand même qu'il y en ait quelques-uns qui fassent quelque chose pour payer tout ça. Enfin bon, après, peu importe. Si, mais les gens travailleront, mais avec la consommation. D'accord. C'est exceptionnel. Ça me va quand même pas oui, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Je savais pas qui a inventé ça. Si, c'est le test de Bernard Friot. Ouais. Oui, pourquoi pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, on me dit une bonne nouvelle pour la fin. Je sais pas, une bonne nouvelle pour la fin. Une bonne nouvelle pour la fin. Le Père Noël n'existe pas. Ouais, voilà. Pas d'illusion à se faire, donc. En tout cas, merci beaucoup, Olivier Delamarche, d'être venu sur Méta TV. Voilà, grand débat. Il y a énormément de questions. Je suis désolé à qui on n'a pas pu répondre, à tous les métanautes qui étaient connectés. Vous avez posé tellement de questions. De toute façon, c'était impossible de tout poser. Donc, voilà, de toute façon... ils peuvent toujours vous contacter par internet, apparemment, vous avez dit, pour répondre aux questions de ceux qui sont les plus curieux. Je vous dis, ne vous précipitez pas demain matin pour me poser 200 000 questions parce que je ne pourrai pas répondre. Voilà. Donc, vous attendrez pour les réponses à ce moment-là les prochains passages sur des médias, mais franchement, j'essaie de répondre le plus possible, mais malheureusement, comme je n'ai pas de salaire à vie à rien foutre, qu'il faut que j'aille un peu le chercher, le mien, malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde. Voilà. Bon, voilà, soyez patients en tout cas. Merci beaucoup Olivier d'être venu. Merci à la régie, c'était Steph. Merci à tous les métanautes connectés, à tous les trolls, tous les modératrolls, Chalas, Zach Mérian, Georges, Gaspard, Brick Le Rock, Benaten Autonomie, Jim, Freeman, Eurasien, Jacques Ojac, Brest Jazz, Makima, Tastron, Rami, Paypack, Paytac, etc. Viviche. Merci à tous, voilà, parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain. Ciao.